La peinture de Courbet nous invite à l'interprétation. Assemblage de mystères et de rêves qui sollicitent l'imaginaire et les fantasmes, dont la polysémie de la lecture rend compte de la complexité du peintre et de l'œuvre. Les parents de Gustave Courbet, Régis Jean-Joseph Courbet et Suzanne Sylvie Oudot, ont à peine 20 ans lorsqu'ils se marient. Lui est issu d'une famille de riches propriétaires de Flagey et elle d'un milieu aisé, ornanais. Ils auront en tout 7 enfants. Le 10 juin 1819 naît Gustave. Gustav signifie en scandinave le soutien ou l'entourage des dieux. Je suis un lapin, je m'appelle Gustave. J'adore le vin, viens dans ma cave. Des trésors, j'en ai des centaines. Plus d'un grand cru coule dans mes veines. Et dans ma cage, je vous y attends. Et découvrir le original avec de beaux caractères. Un grand-père maternel, Jean-Antoine, épris d'idées révolutionnaires, ardent, affirmatif, et qui répète à son fils « Crie fort et marche droit ». Une grand-mère maternelle qui vit sa vie aux soins des pauvres, le père Régis Courbet, original, idéaliste, fantasque. La mère, discrète et affectueuse, simple et bonne, qui passe son temps à réparer les conséquences et les fausses manœuvres des lubies de son mari. Alors que la famille est à Ornans, le père lui vit à Flagey. Gustave est donc élevé dans un univers très féminin. Il partage beaucoup avec ses sœurs, qu'il peindra beaucoup et souvent. Il aime beaucoup Ornans et les environs. Moi, je connais mon pays, je le peins. C'est sous moi, c'est chez moi. Cette rivière-là, vous pouvez voir là, c'est la Loue. Celle-ci, c'est la cave en fait, c'est le lison. Ces rochers, ce sont ceux d'Ornans et du Puy Noir. Allez-y voir. Oui, sortez des musées. Vous verrez tous mes tableaux. Il était une fois, il y a bien longtemps, une vallée enchantée qui prospérait à la faveur d'une rivière poissonneuse et de terre féconde. Les habitants y vivaient tous en paix et leur petit pays aurait semblé en tout au jardin d'Éden si chacun n'y était tout de même obligé de travailler un peu pour profiter des fruits d'une généreuse nature.
Ainsi, chaque table du pays regorgeait d'autant de bienfaits qu'une corne d'abondance. Le noble vin lui-même y coulait à flot, grâce à l'ingéniosité de vignerons qui entretenaient un vignoble perché sur le flanc sud de la montagne qui fermait la vallée. Leur travail était sans doute le plus rude de tous. Et leur petit pays aurait semblé en tout au jardin d'Éden si chacun n'était tout de même obligé de travailler un peu. Tout cela à cause de l'escarpement des vignes et des lourdes hottes pleines de grappes qu'ils devaient porter sur leur dos. Aussi, les vignerons jouissaient-ils d'un grand respect, et la population rendait leur saint patron Vernier, protecteur du divin nectar, une immense dévotion. Courbet doit quitter malheureusement son magnifique village natal d'Ornans pour aller au collège royal de Besançon, où il écrit Besançon, novembre 1837. Mes chers parents, je suis très fâché de vous dire que j'ai la maladie du pays et qu'il me tarde tant d'être à Ornans que je n'y puis plus tenir. Cela n'est pas surprenant lorsqu'on est traité comme on l'est au collège. Je suis été malade 4 jours. Ouais. J'ai eu des coliques pendant toute une nuit. Et j'ai vomi plusieurs fois. Tout cela à cause de leur dégoûtant mouton qui nous donne à manger tous les soirs. T'imagines ? La nourriture me dégoûte tellement que je ne puis rien manger. Voici 3 jours que je ne mange que du pain et qu'il faut racler tout autour pour ôter la crasse. Et je souffre encore d'un autre côté de ne plus fumer, car toutes les fois que je fume, je me fais prendre. Et je veux assez me faire chasser parce que lorsque je ne fume pas, j'ai des étourdissements et des faiblesses qui m'empêchent de voir clair. Gustave Courbet. Voilà. T'as une lettre pour moi? La ligne n'est pas faite. Besançon, 30 novembre 1837, mes chers parents. Et vous croyez peut-être que je vous ai écrit que c'était pour m'amuser? Pas du tout. J'ai déjà vendu mon habit de collège en 35 francs. Écrivez au proviseur de vous rendre votre argent. Pour moi, si vous voulez me forcer à y rester, je n'y serai bientôt plus. Je ne peux pas y rester, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, si j'y restais, ce serait pour moi de perdre une année. Pour vous, 1000 francs, c'est comme si vous les jetiez au milieu de l'eau. Là, tu vois, t'imagines? Là, au milieu de la nuit. Et j'ai pas encore ouvert un livre. J'y peux rien, je me fais foutre de moi. Tout partout, chacun me dit que je ne puis pas suivre. On m'a fait perdre mon titre de bachelier en voulant toujours mieux faire que les autres. Chacun est prévenu contre moi, maintenant c'est inutile d'y penser. Puisque dans tout et partout, je dois faire exception à la règle générale, je m'en vais poursuivre ma destinée. Faites-moi au plus vite ce que vous avez décidé, car mon séjour ici coûte très cher, pour n'y rien faire surtout. Je vous embrasse tous de tout cœur. Bien des choses à mon grand-père, à ma grand-mère, que j'embrasse aussi. Je voudrais bien pouvoir rester ici pour vous complaire, mais je ne puis pas. Gustave Courbet. Merci une lettre? Pas de mémoire. Non, pas rien sur ça. Je crois que c'est du théâtre, tu vas tout faire. Bon. Besançon, avril 1839. Mes chers parents, je vous envoie mon linge sale. Si j'ai attendu si longtemps, c'est que j'attendais vos échantillons. Je vous envoie mes bas de laine car je ne les mets pas. Envoyez-moi des bas de coton.
envoie aussi des romances et 2 petits prospectus. C'est un petit ouvrage de mes amis pour lequel j'ai fait des vignettes par complaisance. Tâchez de les produire par ordre, si ça ne vous ennuie pas. Donnez-en un à Monsieur Oudot du Café Pernet si vous voulez. Ils auront la complaisance de recueillir les noms des souscripteurs et vous me les enverrez le plus vite possible. Je vous embrasse bien tous, oui, ainsi que la grand-mère, le grand-père, l'oncle, tous enfin. On prétend que j'ai les hémorroïdes, mais je ne crois pas. Je fais du sang, oui, mais je crois que c'est l'effet du réchauffement. Bon, pour cela, ça ne me dérange pas, je me porte bien, ça me dérange nullement. Gustave Courbet. Courbet part à Paris pour y faire du droit. Ah non, non. Non, pas du droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, non. Et Paris? Paris, je viens. On va à Paris tous ensemble? On y va, vous êtes prêts? Non, Paris là. Allez, on y va? Comme c'était au 19e. Hein. Allez, on y va? En Paris? Allez, on y va! Allez, faut le coucher! À mes parents, Paris vers le 20 avril 1845, mes chers parents. J'ai fait l'autre jour une tête d'étude et je vais voir à Monsieur S. Il m'a dit devant tout son atelier qu'il y avait très peu de monde capable d'en faire une pareille. Plus de suite, il m'a dit que si je faisais pour l'an qui vient un tableau peint comme cela, qu'il m'assurerait un beau rang parmi les peintres. Et j'admets qu'il y a de l'exagération dans ces paroles, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant 5 ans, j'ai un nom dans Paris. Il n'y a pas de milieu que je travaille dur pour cela. C'est dur pour en venir là, je le sais, car parfois sur des milliers, il n'y en a qu'un des fois qui perce. Depuis que je suis à Paris, à peine si j'en ai vu paraître vraiment 2 ou 3 forts, vraiment et originaux. Pour aller plus vite, il me manque une chose. C'est de l'argent pour exécuter hardiment ce que je pense. En voilà assez. C'est pas fini, ça continue. La lettre n'est pas finie. Nicolas. Bref, j'ai vu l'autre jour Mademoiselle Perrier, enchantée de sa désunion avec la poire. Quel imbécile. Et en fait, il voulait la prendre de force malgré qu'elle ne l'aimait pas. Il a écrit une lettre stupide à Madame Lavey. Madame Bouvray a eu la bonté de venir me voir. Elle n'a pas dit précisément le jour qu'elle partait, elle était partie quand je suis allé la voir. Et puis, mes excuses de ma part. Et j'attends 2 ou 3 jours car le fils Romaillet le jeune, et il doit partir et lundi, je veux profiter de son occasion. Et je me porte très bien, ainsi que toute la famille. Je pense que vous vous portez tous bien aussi. Je vous embrasse tous. Même toi, regarde. Tous. Même pour l'aide. Surtout pour l'aide.
bien des choses aux amis. Gustave Courbet. PS post-scriptum. Nicolas, là, c'est pas une répétition, c'est vraiment des gens et tout. Enfin... Bon, Marlène a dit que Jean-Baptiste Boulet est mort. Le pauvre père Beau qui avait présenté un tableau à l'exposition a été refusé. Il n'y a pas besoin de le dire. Allez, on y va. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en train. Ceux qui voudront partir, partiront. Mais partez si vous voulez. Ceux qui voudront rester, resteront. Ceux qui voudront partir, partiront. Pour moi, je reste tout le Même long. s'il y a personne, on continue. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en chemin. Si les filles sont belles ici, Oh ouais, tout belle. Là, ça va. nous y passerons. Ah ouais, on oublie ta contre. Si les filles sont belles ici, vivez votre famille. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en chemin. En train. Au bout du village, y a pas de maison. Ceux qui en voudront en feront Allez, faire. il reste de la place, Arnaud. Au bout du village, y a pas de maison. Ceux qui en voudront en bâtiront. Ouais, mais ton petit Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en chemin. En chemin. Oui. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en chemin. Oh, vous comprenez, Courbet à Paris ne fait pas droit, mais il va au Louvre copier des grands peintres comme Delacroix, Rembrandt, Rubens, et dans des brasseries où il rencontre Baudelaire et Proudhon l'anarchiste. Baudelaire et Courbet au départ sont amis, mais bon, ils ont tous les deux des échos très forts. Et Courbet est en pleine transition. Copier et prendre exemple sur de grands peintres va l'amener à sa pleine expression artistique. Baudelaire. Baudelaire. Bah oui. Eh oui, Baudelaire. Baudelaire, lui aussi, il aime beaucoup la peinture. Eh oui, il est très sensible, c'est pour ça qu'il est sensible aux peintres. Mais il a même écrit un poème, Les Phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la Maresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et le ciel dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire, tout chargés de mystères, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement. La prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit, des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, échirent leur suaire en les tirant les doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sûs ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Pouget,
mélancolique empereur des forçats. Bateau, où bien des cœurs illustres, comme des papillons errant flamboyants, des corps frais et légers éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, des vieilles au miroir et d'enfants toutes nus pour tenter les démons ajustant bien leurs pas. De la croix, lac de sang hanté de mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges, passe un soupir étouffé de bébé. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit parmi le labyrinthe. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient s'offrir au bord de votre éternité. Située rue Hautefeuille, près du quartier latin, cette brasserie fort rustique devait rappeler agréablement à Courbet la rusticité des auberges de Franche-Comté. Une longue salle pavée en forme de boyau obscur, sans autre mobilier que des tables et des chaises, où l'on était assis dos à dos, des murs peints à la chaux, au chapon, au plafond, des jambons et des chapelets de saucisses. Presque tous les habitués de la brasserie Anglaire portaient des barbes, plus ou moins longues, symbole alors d'anarchie, et carburait toute la jeunesse émancipée. Seul Baudelaire était rasé de frais, et ses cheveux taillés courts paraissaient étranges parmi tant de chevelus. Tout de bleu vêtu, sauf la cravate sang de bœuf, il s'était fait tailler un habit à boutons de métal semblable à celui de Goethe que l'on voit sur les pots en porcelaine. Le désir d'étonner, le goût de l'artificiel, le poussait parfois à teindre ses cheveux en vert. Rien dans l'apparence et dans le caractère de Baudelaire n'aurait dû le rapprocher de Courbet. Et pourtant, c'est vers Charles Baudelaire que Courbet se sentit aussitôt porté. Courbet se piquait de poésie. Que devait penser Baudelaire écrivant fidèlement sur le dicté de Courbet? Baudelaire, hein, Charles. En fait, j'ai écrit. Ouais. Je pense que ça va. Ça vaut les parts. Ah, t'écris? Écoute bien. C'est de l'inspiration. Sur les grands rochers du vieux château,
gisait là un vieux matelot. Pierre-Joseph Proudhon était le plus âgé de toute la bande des convives de la brasserie anglaise et le seul qui fut d'origine ouvrière. Ancien typographe, il avait publié en 1840 un mémoire sur la propriété où il avait lancé ce slogan qui faisait de lui la bête noire de la bourgeoisie. La propriété, c'est le vol. Pour Courbet, Proudhon était un pays, puisque né à Besançon, il parlait d'ailleurs avec le même accent franc-comtois, mettant des pâtés sur les A et O. Non, propriété, c'est le vol. Non, non là c'est trop. Je sais pas quoi dire. Arrête de voilà. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Chanson typique franc-comtoise. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de fond. Il n'y a pas de parole, alors vous pouvez participer. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Même moi qui suis végétarien, vous voyez. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de fond. Chantez moins fort. Vous avez remarqué, ça monte d'un demi-ton à chaque fois. Le jambon, c'est bien bon. J'ai jamais remarqué. Le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de fond. On leur fait dans la même tonalité parce que un peu. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de fond. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de tête. Le jambon, c'est bien bon pour guérir le mal de fond. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Oui, Courbet, c'est tout ça, hein, c'est aussi grotesque. C'est l'hiver. À Champfleury, ornant février 1850. C'est une bien belle saison que l'hiver. Outre que les domestiques boivent aussi frais que leur maître, de tous côtés, on entend compter des exploits qui enchanteraient Trapadou. Par là, c'est un sanglier, c'est un braconnier, qui a vu un sanglier gros comme une vache. Je te sens pas, je fais l'inverse. Par là, c'est un paysan qui a pris son fusil d'une main et de l'autre un loup par l'oreille. Pour moi, j'ai tué une oie sauvage qui pesait 12 livres à la grande admiration du pays. Il était 10 heures du soir, j'étais avec Promaillet. La neige, ah bah Promaillet tout là encore, non, pas tout là. La neige était éclatante et la lune dans son plein. Or, nous sommes revenus faire une entrée triomphale au café. L'oie était pendu au bout du canon de nos fusils. À l'heure qu'il est, il y en a qui n'entendent encore rien de jalousie. L'histoire de l'oie tuée par les deux artistes se racontera dans le pays aux petits-enfants de nos enfants et avec amplification. Voilà pour la chasse. Parlons des tableaux. Voilà. J'ai déjà fait plus de peinture depuis que je vous ai quitté qu'un évêque n'en baignerait. D'abord, c'est un tableau des casseurs de pierre, qui se compose de deux personnages très à plaindre. L'un est un vieillard, une vieille machine, raidie par le service et l'âge, sa tête basanée recouverte d'un chapeau de paille noirci par la poussière et la pluie. Ses bras, qui paraissent à ressort, sont vêtus d'une chemise de grosse toile
Puis dans son gilet à raie rouge, il y a une tabatière en corne cerclée de cuivre. Son genou est posé sur une torche de maille. Son pantalon de droguet qui se tiendrait debout tout seul à une large pièce, ses bas bleus, hein, laisse voir des talons dans ses sabots félins. Ensuite, celui qui est derrière lui est un jeune homme d'une quinzaine d'années ayant la teigne. Des lambeaux de toile sale lui servent de chemise et laissent voir ses bras et ses flancs. Voilà. Son pantalon est retenu par une bretelle en cuir. Et là, au pied, des vieux souliers de son père qui, depuis bien longtemps, rient par bien des côtés. Par-ci, par-là, les outils de leur travail. Alors, il y a une hotte, un brancard, pour ceux qui ne parlent pas franc-comtois, c'est une pioche, un fossoir, une marmite de campagne dans laquelle se porte la soupe du midi, puis un morceau de pain noir sur une besace. Tout cela se passe au grand soleil, au bord du fossé d'une route. Ces personnages se détachent sur le revers vert, comme là, d'une grande montagne, encore plus grande que celle-là, qui remplit la toile et prend l'ombre des nuages. Seulement dans le coin à droite, la montagne qui penche laisse voir un peu de ciel bleu. Mais j'ai rien inventé, cher ami. Chaque jour, allant me promener, je voyais ces personnages. D'ailleurs, dans cet état, c'est ainsi qu'on commence, c'est ainsi qu'on finit. Les cultivateurs, les vignerons que ce tableau séduit beaucoup, prétendent que j'en ferai un sang, que je n'en ferai pas un plus vrai. Ici, les modèles sont bon marché. Tout le monde voudrait être dans l'enterrement. Si jamais je les satisfais tous, je me ferai bien des ennemis. Ont déjà posé le maire qui pèse 400, le curé, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, l'adjoint Marlet, les amis, mon père, les enfants de cœur, le fossoyeur, de vieux de la Révolution de 93, avec leurs habits du temps, un chien, le mort et ses porteurs, les bedeaux. Un des bedeaux, un nez rouge comme une cerise, gros, en proportion, et de 5 pouces de longueur, que Trapadon a ici frotté. Les sœurs, d'autres femmes aussi, etc., etc., etc. Seulement, je croyais pouvoir me passer de 2 chantres de la paroisse. Mais pas moyen. On est venu m'avertir qu'ils étaient vexés. Qu'il n'y avait plus qu'eux à l'église que je n'avais pas tiré. Ils se plaignaient amèrement, disant qu'ils n'avaient jamais fait un tel affront. Je ne méritais pas un affront semblable. C'est l'hiver. C'est encore l'hiver. À Champfleury, Ornans, novembre, décembre 1854.
Le 19e, c'était ça. C'était pas le 21e, tout. La gala. Mon cher ami, malgré que je tourne à l'hypocondrie, me voilà lancé dans un immense tableau. 20 pieds de long, 12 de haut, peut-être plus grand que l'enterrement, ce qui fera voir que je ne suis pas encore mort, et le réalisme non plus, puisque réalisme il y a. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier. L'atelier, c'est ça, c'est vous. Vous êtes venus de partout, c'est comme ça l'atelier. C'est ça la chose. Alors, on va dire. Donc, première partie, on va imaginer, c'est vous là. Alors, ce sont des gens qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C'est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c'est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. Alors, vous voyez, ce tableau est sans titre. Je vais tâcher de vous en donner une idée plus exacte afin que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, la scène se passe dans mon atelier à Paris. Vous vous souvenez, on est à Paris. Alors, le tableau est divisé en deux parties, que je vous disais. La scène se passe est divisée en deux parties. Moi, je suis au milieu, peignant. Alors, à droite, là c'est vous, ce sont les actionnaires. Là, ça se voit. Des petits regards, là. On va croiser, comme ça, c'est ainsi. Alors, les actionnaires, c'est bien, il en faut aussi. Vous voyez où ça nous a amené. Alors, c'est-à-dire les amis, voici les amis, c'est ceux qui aident quand même. Voilà. Les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. À gauche, je vous disais, l'autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse aussi, les exploités, les exploiteurs. Alors ici, on voit qu'il y a des différences. Les gens qui vivent de la mort. Dans le fond, contre la muraille, on imagine que ce sont ces tableaux-là. Alors, il y a les tableaux que je peins. Alors, il y a le retour à la foire, les baigneuses. Et il y a aussi un tableau d'Allier qui pince le cul à une fille. Avec un moulin. Alors, je vais vous énumérer les personnages. Tu vas faire les personnages, toi? Oui. C'est pas eux qui vont les faire. Alors, on va commencer. Alors, au fond de la toile, en premier se trouve un juif, que j'ai fait en Angleterre. Traversant l'activité des rues de Londres, en partant religieusement une cassette sous son bras droit et la couvrant de la main gauche, il semblait dire « C'est moi qui tiens le bon bout ». Il avait une figure d'ivoire, une longue barbe, une robe noire, un turban qui traînait à terre. Derrière lui, non, c'est toi encore. Derrière lui est un curé, d'une figure triomphante, avec une toile rouge. Devant eux est un pauvre vieux tout grelin, un ancien républicain de 93, homme de 90 ans, besace à la main, vêtu de vieilles toiles blanches rabaissées, chapeau brancard, et on regarde à ses pieds des défroques romantiques. Il fait pitié aux juifs. Ensuite, alors, un chasseur, un faucheur, un Hercule, une queue rouge, un marchand d'habits galants, une femme d'ouvrier, un ouvrier, un croque-mort, une tête de lampe de journal, le journal aussi, une Irlandaise allaitant un enfant, un mannequin. J'ai rencontré cette femme dans les rues de Londres. Elle avait pour tout vêtement un chapeau en paille noire, un voile vert troué, un châle noir effrangé sur lequel elle portait un enfant nu sous son bras. Le marchand d'habits préside à tout cela, il déploie ses oripeaux. À tout ce monde qui prête la plus grande attention chacun à sa manière. Derrière lui, une guitare, un chapeau à plumes, et au premier plan. Seconde partie. Puis vient la toile sur mon chevalet et moi peignant avec le côté assyrien de ma tête. Alors, derrière ma chaise est un modèle d'une femme nue. Je ne vais pas faire la femme nue, là j'ai fait beaucoup de choses. Je vais faire la femme nue. Là j'en vois une qui serait d'accord. Là. Ouais.
La famille. La famille. Ah bah c'est bien. Mais Courbet, c'est pas fort. Oui, c'est ça que tu as bien tout compris. Parce que Courbet, c'est pas justement les modèles tout. On va pas apprendre l'aide, par exemple. Il faut quelque chose. Voilà, bah, exactement. Tu Courbet, on a souvent des hommes. Alors attends. Attends, je vais aller concentrer. Voilà, tes habits sont à terre. Voilà, la toile de travail. En avant du tableau. Puis un chat blanc près de ma chaise. Par contre, c'est moi qui fais le chat, j'adore les chats. Alors, après, par derrière lui est Bouillasse, Coénon, Buchon, Proudhon. Je voudrais bien aussi avoir ce monsieur-là, parce qu'il y a une autre manière de voir. S'il voulait poser, j'en serais très content. Demandez-lui si je peux compter sur lui. Puis vient votre tour, Champfleury, en avant du tableau. Alors, vous êtes assis sur un tabouret, les jambes croisées, et un chapeau sur les genoux. Si vous le voyez, bon bref, vous êtes voilà. À côté de vous, j'ai des points de vue. C'est plan petit. À côté de vous, plus au premier plan encore, est une femme du monde avec son mari, habillée en grand luxe. Pas mal, voilà, ça c'est bien. Je t'aurais voulu que grand luxe. Ouais. Que l'extrémité à droite, assise sur une table, d'une jambe seulement, est Baudelaire. Baudelaire, ben voilà, qui lit dans un grand livre. À côté de lui est une négresse qui regarde dans une glace avec beaucoup de coquetterie. Au fond du tableau, on aperçoit dans l'embrasure d'une fenêtre deux amoureux qui disent des mots d'amour. L'un est assis sur un hamac. On fait les amoureux? Au-dessus de la fenêtre, une grande serge verte. Il y a encore contre le mur quelques plâtres, un rayon sur lequel il y a une fillette, une lampe, des pots, puis des toiles retournées, puis un paravent, puis plus rien, un grand mur nu. Je vous ai fort mal raconté tout cela. En fait, je m'y suis pris au rebours. J'aurais dû commencer par Baudelaire. C'est trop tard là pour commencer. Ouais, la troisième en très tard. Bon, bah, vous comprendrez comme vous pourrez. C'est trop tard. Les gens qui veulent juger auront l'ouvrage. Ils s'en tireront comme ils pourront. Et il y a toujours des gens qui se réveillent la nuit en sursaut, en criant « Je veux juger! Il faut que je juge !» Figurez-vous, mon cher, qu'avant ce tableau dans la tête, j'ai été surpris par une jaunisse affreuse qui m'a duré plus d'un mois. Moi qui suis toujours pressé quand je me résigne à faire un tableau, je vous laisse à commencer dans quelle inquiétude j'étais. Perdre un mois, moi qui n'avais pas un jour à perdre. Enfin, je crois que j'y arriverai. J'ai encore 2 jours par personnage, sans compter les accessoires. Malgré cela, il faut qu'il soit fait. J'enverrai 4 tableaux à l'exposition. Presque rien que des nouveaux, excepté l'enterrement, les casseurs de pierre, et mon portrait à la pipe que Pougnat vient de m'acheter 2000 francs et la fileuse de 1500 francs. J'ai eu la chance, je vais payer ce que je dois pour faire face à l'exposition. Je ne sais comment j'aurais fait sans cela. Vous voyez, il ne faut jamais vous essayer. J'ai un tableau des mœurs de campagne qui est fait, des tripeuses de blé qui rentrent dans une série, des demoiselles du village, tableau étrange aussi. J'ai l'esprit fort triste. L'âme très vite. Voilà. Le foie et le cœur dévorés d'amertume. Je fréquente un café de braconniers et de gens du gai savoir à Ornans. Je baise une servante. Tout cela ne m'égaie pas. Vous savez que ma femme est mariée. Je n'ai plus ni femme ni enfant. Il paraît que la misère l'a forcée à cette extrémité.
C'est ainsi que la société avale ce monde. Elle avale son monde. Courage, les amis. Il y avait 14 ans que nous étions mariés. Il paraît que Cro-Magnon est très malheureux aussi. Tâchez de lui aider à trouver quelque chose. La fierté et l'honnêteté nous tuent à tous. Dans ce moment-ci, je ne puis rien faire. Il faut absolument que je sois en mesure pour l'exposition. Dites à Cro-Magnon que je n'ai pas reçu l'étoile. Je vous embrasse de cœur. Gustave Courbet. On va pas les laisser partir comme ça. Ils ont l'air tout mortifères. Il faudrait quelque chose de steak, un truc qui est robuste, quoi. Non, pas ça. Non, tu sais, quelque chose, je sais pas. Un truc qui soit en lien avec la peinture aussi. Ah oui, ça c'est bien. Il y a toujours un peintre, un copain, il y a toujours un peintre qui un bateau qui chante dans ses pinceaux. Mais c'est beau. J'arrive sur le chantier, encore tout en sourire, poser les fils de l'électricité. Quel métier! Et pour donner du cœur, en préparant ses couleurs, il y a toujours un peintre qui chante, voilà, oh, c'est ça, oh, il y a toujours un peintre, voilà, il y a toujours un peintre italien, un bateau qui chante, qui monte dans son pinceau, et c'est beau, il y a toujours un bateau, balcon, il y a toujours un bateau, balcon, un bateau qui chante, qui par dans un coin. Dans les administrations, on pêche avec son crayon. En haut de l'échelle, il y a toujours un bâton. Oh, directeur, attention! Ici, c'est une maternelle. Le type en haut de l'échelle partage le pain et le saucisson. Ils sont